traditionnels. Mais à la fin, on a toujours un vrai focus sur les cryptos. Alors, Jonathan, comme on disait tout à l'heure, personne n'a pu passer à côté de la news, entre guillemets, de la semaine, les fameux tarifs douaniers que Donald Trump a brandis en conférence de presse il y a maintenant quelques heures. Exactement. Écoute, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle et qu'on vit sur les marchés américains avec deux drivers. On avait la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, et puis on avait les fameux tarifs douaniers que Trump commençait à amener doucement. Mais donc hier, il a lâché la bombe atomique, mais alors pas sur le front de la guerre, sur le front économique. Effectivement, c'est vrai qu'on suit ça depuis un petit bout de temps. C'est pas la première fois qu'il brandit les armes des tarifs douaniers. C'est devenu un peu son joujou, entre guillemets, favori. Mais dis-nous exactement ce qui s'est passé. Alors écoute, Trump, il doit recouvrir deux déficits américains très importants. Un déficit fiscal à 1800 milliards de dollars et un déficit commercial autour de 900 milliards de dollars. Donc le déficit fiscal, c'est la différence entre les recettes et les dépenses de l'État. Et le déficit commercial, c'est la différence entre les exportations et les importations d'un pays. Donc c'est ces deux déficits que Donald Trump a promis de combler pendant sa campagne, entre autres avec les tarifs douaniers. Et donc, depuis hier, il a décidé que tous les pays du monde devront payer 10% de droits de douane pour pouvoir importer leurs biens aux États-Unis, à l'exception de certains produits, il n'y en a pas beaucoup, introuvables sur le sol américain. Et puis, évidemment, comme vous l'avez dit avant… Notamment, pardon, mais j'ai cru voir que notamment les puces, là, comment on appelle ça, les microprocesseurs, là, Ouais. Comment on appelle ça, le nom, là, que tout le monde utilise en ce Les composants informatiques qui sont utilisés dans toute l'industrie, même militaire et tout ça. Bon, bref, en gros, ça, c'est fait à Taïwan essentiellement. Et ça, par exemple, sur ça, il n'y a pas de droit de douane. Donc, le gars n'est pas complètement con. Il sait très bien que… Non. Il y a ça, il y a l'or, il y a certaines terres rares, ce qu'on ne trouve vraiment pas aux États-Unis. Donc, il y a quand même certains produits qui n'ont aucun droit de douane. Ça manque dans la plupart des analyses. Donc, OK, donc 10% minimum. Et après, évidemment, ça peut aller bien au-delà pour assurer ce microprocesseur. Voilà. C'est pas microprocesseur, c'est un autre nom. Je sais plus. Oui, ça va venir. Mais donc, effectivement, ça déballe, parce que c'est du marketing, ça déballe, c'est dire la réciprocité. En gros, les autres pays sont terribles avec nous. Ils ont toujours été terribles à appliquer des droits de douane très importants. Jusqu'à présent, on les a laissés faire parce qu'on est la première économie mondiale, parce que c'est des pays qu'on a envie de voir se développer, etc. Et là, il dit on ne fait plus de morale maintenant. Voilà, on n'est plus là pour être les gentils. On le voit d'ailleurs au niveau militaire et géopolitique. Mais au niveau économique, maintenant, voilà, on va maintenant assurer la réciprocité. Mais ce n'est pas fini parce qu'il y a certains pays comme la Chine, tu vas nous raconter un peu. Alors, c'est ça. Il y a des pays comme la Chine, l'Union européenne, le Vietnam, le Cambodge qui ont vu leur niveau de tarif bien au-dessus de 10% en fait. Pour info, on est à 34% pour la Chine, 20% pour l'Europe, 46% pour le Vietnam et 49% pour le Cambodge. Donc après, il y a la liste qui est bien plus longue, Taïwan, Japon, Inde, Afrique du Sud, etc. Semi-conducteurs, exactement. C'est le mot que tu cherchais, je crois. Voilà, absolument. J'ai été chercher, c'est les semi-conducteurs et qui sont essentiels, notamment dans l'industrie militaire, etc. Et ça, c'est essentiellement produit à Taïwan. Et ça explique notamment les velléités chinoises, au-delà évidemment du côté plus historique. Mais bon, bref, on y reviendra, mais c'est intéressant évidemment. Alors, en effet, comme je disais, ce sujet est passionnant parce qu'il y a du marketing, il y a de l'idéologie, il y a du business. Il y a aussi, tu parlais du déficit fiscal, mais il y a aussi la dette. Et ça, effectivement, c'est un élément important. Mais le marché a immédiatement réagi, évidemment, à cette annonce. Ils s'attendaient à pire. Et finalement, ils ont été quand même déçus. Enfin, raconte-moi un peu ce qui s'est passé. Alors, justement, on ne s'attendait pas à ça, pour être honnête. On ne savait pas trop si ça allait être uniquement sur certains pays, si effectivement il allait mettre 10% sur le monde entier. Et puis là, il a fait les deux, en
réalité. Et ça, on ne s'y attendait pas. Ça, c'est une première chose. Donc, hier, journée noire sur les marchés. Le CAC 40 a clôturé à moins 3,31%. Le DAX allemand a perdu 3% aussi. Et puis, à la limite, en live, aujourd'hui, le DAX perd encore 2%, le CAC aussi encore 2%, ce qui est énorme pour les marchés traditionnels. On n'est pas dans la crypto. On a vu des valeurs comme Adidas, Siemens, ST Microelectronics et Stellantis, qui sont des très grosses valeurs européennes, perdre plus de 8% hier sur la journée. On a même vu moins 11% pour Adidas. Alors, on comprend pourquoi, hein, toutes ces marques, si elles n'investissent pas dans des usines aux US pour fabriquer localement ce qu'elles vendent aux Américains, elles vont voir leur marge se faire décimer par les fameux droits de douane. Ce qui explique un petit peu Alors, justement, sur ça, j'aimerais qu'on fasse une toute petite pause rapide là-dessus, parce que c'est important. J'en ai parlé rapidement avec Thomas tout à l'heure, mais c'est important que les gens comprennent qu'en vérité, au-delà des éléments que tu évoques, qui sont tous ultra pertinents, il faut bien comprendre un truc, c'est que Trump, il sait très bien que les grosses entreprises type Microsoft, Apple, toutes les grosses entreprises de la tech américaine, mais aussi des grosses entreprises du textile. Tu parlais Nike, etc. Pas Adidas, parce qu'Adidas, c'est européen. Je crois que c'est allemand ou je ne sais pas quoi. Mais Nike, c'est américain. Et puis, tu as d'autres acteurs qui, en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est des boîtes américaines. Toute la R&D, elle est faite aux États-Unis. Okay. Ensuite, ils font fabriquer leurs produits en général en Chine. Et ensuite, ils viennent vendre ces produits aux États-Unis. Normalement, ils devraient payer 30-40% d'impôts aux États-Unis. Sauf que qu'est-ce que font ces entreprises? Eh bien, en fait, elles font racheter ces produits par des boîtes, notamment dans des paradis fiscaux comme l'Irlande, sur lesquels ils vont payer seulement 4%. Et ensuite, ils vendent effectivement aux États-Unis avec un accord bilatéral qui fait qu'ils ne payent quasiment aucun impôt aux États-Unis. Et ça, Trump, il ne peut pas l'accepter pour plein de raisons. Déjà parce que la plupart des GAFA ont été anti-Trump, donc il a une petite dent contre eux. Deuxièmement, parce que ça fait des recettes fiscales en moins dans les caisses de l'État. Et ces droits de douane, en vérité, de ce que j'ai compris en tout cas, ils sont davantage destinés à ces entreprises-là, puisqu'en fait, ils ne pourraient pas revenir sur ces accords bilatéraux, ça prendrait trop de temps, ce serait une galère et tout. C'est qu'en fait, avec ces droits de douane, ces entreprises vont avoir deux solutions. Soit relocaliser, soit réduire leur marge. Et ça, c'est pour ça qu'il y a une contraction, je pense, des marchés. Parce qu'il y a une incertitude sur qu'est-ce que vont faire ces entreprises. Je me rappelle, à l'époque, New Balance avait relocalisé aux États-Unis lors du premier mandat. Et ça avait beaucoup fait parler. New Balance avait relocalisé, avait ouvert des usines. Alors, juste un truc, si demain, cette stratégie fonctionne, ça prendra de toute façon 2-3 ans avant que les usines elles réouvrent un peu. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, les gars, je vous le dis, vous attendez pas à des grosses bougies vertes. Voilà, ce n'est pas un conseil en investissement, mais ça vous donne peut-être un petit peu de recul. Bon, alors maintenant, tout le monde, évidemment, se pose des questions parce que comment, en face, ça va réagir, Jonathan? Alors, écoute, côté US, c'était encore pire. On a un Dow Jones qui a perdu presque 4%. Le Nasdaq, 5,4%. On n'avait pas vu de mouvement négatif comme ça depuis le Covid sur les indices américains. Alors, pourquoi les Américains qui devraient profiter justement de ces revenus baissent-ils? Pour plusieurs raisons. Tu l'as dit, l'incertitude. Parce que des sociétés comme Nike, c'est exactement ce que tu viens d'expliquer, hein, qui fabriquent tout à l'étranger, ils sont soumis eux aussi aux nouveaux tarifs douaniers. Apple, c'est l'exemple typique. C'est bluffant. Ouais. Et parce que justement, ces tarifs douaniers, ils ont créé énormément d'incertitudes et une fois de plus, les marchés détestent la certitude. C'est vraiment le mot-clé, quoi. Non, mais complètement. Mais il n'y a pas qu'une question d'incertitude. C'est-à-dire que là, il y a une certitude quand même de la part de ces acteurs-là, c'est que Trump ne va pas leur faire de cadeaux. Et ça, pour le coup, en fait, je pense que l'administration américaine, sur les précédents mandats, ils ont préféré privilégier le soft power, avoir des grosses entreprises, des gros GAFAM qui vont inonder le marché mondial avec l'idéologie qui va avec, etc., quitte à pas gagner de sous. C'est pas grave. Et là, Trump, il part du principe que, OK, c'est bien le soft power, mais là, on a besoin d'oseille. Donc, ces entreprises-là, à un moment donné, s'ils ne veulent pas produire sur le sol
américains, eh ben, ils seront taxés fortement. Et forcément, cette entreprise, encore une fois, je répète, hein, on n'est pas à l'abri demain d'avoir Apple, Facebook, qui décident de relocaliser certaines de leurs activités aux États-Unis. Parce que, clairement, si demain, il y a des droits de douane de 20%, 25% sur la Chine ou sur l'Union européenne, ça veut dire que ces entreprises-là vont devoir augmenter leur prix de 20 à 25% ou absorber la perte. Sauf qu'à un moment donné, tu as une élasticité du marché. Et les mecs ne vont pas payer 2000 € un iPhone. Il y a un moment donné, tu ne peux pas, tu vois. Donc, Apple va se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on relocalise? À moyen long terme, on trouve un deal avec Trump le temps qu'on relocalise? Ou est-ce que nous, on prend cette perte dans notre bilan? C'est ça qu'il faut que les gens comprennent, en tout cas de mon point de vue. Et c'est ça, effectivement, qui crée ce choc de confiance, entre guillemets. Bon, et alors en crypto, comment ça se passe, Jonathan? Alors, en crypto, bah, pour le coup, pas si mal, étonnamment. Bitcoin, la journée du 2 avril, on a enregistré une baisse de seulement 3%, et dont un tiers a été récupéré sur la journée d'hier. Donc, en fait, on se demande comment Bitcoin, qui est 2 fois plus volatile que le marché action, a pu perdre moins que le Nasdaq, en fait. Et il y a plusieurs explications à ça. La principale, c'est le dollar. Bitcoin est coté en dollars. Et hier, le dollar a perdu de sa valeur contre toutes les monnaies, toutes les grosses, les principales devises, Bitcoin y compris. Et en réalité, c'est principalement à cause des anticipations de baisse de croissance américaine et voire de récession qui crée l'incertitude en fait. Si tu veux, ces droits de douane, c'est quelque chose qu'ils ont amené, et pas encore, c'était la récession américaine. Alors effectivement, on en parle, je crois, quand même déjà depuis 2-3 semaines, du risque de récession des États-Unis. Moi, je l'ai vu dans certains médias un peu mainstream. Alors, ouais. À ne pas confondre décroissance et récession. Récession, c'est une diminution de la croissance. Ça ne veut pas dire qu'on est en négatif, mais en tout cas, on croit moins. Voilà, juste je précise les termes. Et alors, effectivement, c'est intéressant. Moi, tu sais, ce que j'aime chez toi, justement, c'est qu'on rappelle systématiquement que ce n'est pas le Bitcoin qui prend de la valeur, c'est le dollar qui en perd. Et parfois, tu nous as même fait une parité entre Bitcoin et or. Et on voit effectivement que l'or continue d'aller taper des ATH systématiquement. Et ça démontre effectivement que les gens se disent, bon, les actions, c'est chiant. Les bons du trésor et tout ça, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux États qui peuvent imprimer de la monnaie à toute patate? Finalement, je vais me reporter sur une valeur refuge, l'or, jusqu'à ce que les acteurs se disent, tiens, mais il y en a d'autres des valeurs refuges, notamment Bitcoin. Alors, tu voulais nous parler justement d'une stat sympa, Bitcoin contre l'or, justement. Exactement, exactement. Écoute, sur un an, si tu avais échangé tes dollars contre du Bitcoin, donc sur un an, sur 365 jours, tu gagnerais 20% aujourd'hui. Si tu avais échangé ton or contre du Bitcoin, il y a un an, tu perdrais 14% à l'heure actuelle. Donc en fait, quand on dit que Bitcoin, c'est une couverture contre le dollar, bah, ça se vérifie une fois de plus. Mais pour l'instant, l'or surperforme. L'or surperforme. Et donc, imaginez, il surperforme Bitcoin, alors imaginez comment il surperforme le dollar, par définition, puisqu'il est coté en dollars. Exactement. Ok, très bien. Ethereum, qu'est-ce qui se passe Bon, alors Ethereum, lui, par contre, c'est la catastrophe. On a vu un plus bas d'octobre 2023 à 1750 $. Donc lui, dollar qui baisse ou pas, le Ethereum baisse. Ouais, c'est dur, Ethereum, c'est très dur. C'est très dur parce que c'est vrai qu'avec la fragmentation, avec les défis technologiques, bon, on verra. De toute façon, on va en reparler parce qu'il y a Pectra là, qui est prévu là, pour sortir, je crois, aux alentours du 5 mai avec une mise à jour importante qui peut servir les L2, mais aussi le protocole. Donc, je pense que ça peut être cool. EGLD, est-ce que ça se passe bien? Bah non, un EGLD vaut aujourd'hui un McDo. Mais tu sais, je faisais un truc là-dessus, je vais te répondre, Maître Zan, rapidement. Je regardais le prix du lancement du token, de la crypto EGLD. Il est lancé à 65 centimes de dollars. C'était le prix au launch pool de Binance en 2019. Aujourd'hui, il est à 15 $, donc ça fait à peu près un fois 23, fois 24, tu vois.
Donc en vrai, en soi, si on part du principe que le prix qu'a décidé la fondation, c'était la valo qu'a décidé l'émetteur, c'était au moment du lancement, depuis, c'est que de la spécu. Bon, donc en vrai, je me dis, si tu es rentré après le lunch pool, c'est que tu as fait un pari, tu as perdu. Si par contre, tu es rentré sur la valo initiale, bah, tu es en gain de malade, quoi. Et en fait, je me dis ça aussi pour me dire, le prix, après tout, c'est autre chose. Le plus important, c'est ta thèse d'investissement initial. Bon, alors, est-ce qu'il y a eu des gagnants dans ce bain de sang financier, là, Jonathan? Mais oui, alors voilà, on va garder une petite touche positive justement dans ce fameux bain de sang. Les gagnants de la semaine, on a EOS qui a gagné 41% sur la semaine. EOS qui va se rebrander Volta pour devenir un hub bancaire sur la blockchain et qui a annoncé l'introduction de staking pour ce nouveau token à hauteur de 17%. À la deuxième place, on a toujours Binary X, dont on parlait la semaine dernière, qui fait un rallye assez exceptionnel depuis le début de l'année pour le coup. Et alors, une chose étonnante, de la 3e à la 8e place des tokens les plus performants cette semaine, on retrouve tous des tokens de DeFi. Pendle, Comp, Usual, Grass, CRV, qui gagnent entre 12 et 23% sur la semaine. Donc, est-ce que la DeFi serait devenue une valeur refuge en cas de ralentissement de l'économie américaine ou simple coïncidence? Je pense qu'on n'en est pas encore là, mais en tout cas, le mouvement et le timing sont intéressants, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est fou quand même de voir des cryptos. Alors, EOS, il y a une raison. Hein. Là, ils font une mise à jour complète, un rebranding complet.